à Jérusalem. Nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. On va faire le point de la situation qui reste toujours très tendue dans le nord du pays. Oui, effectivement, Ilana, le Hezbollah continue à tirer des missiles et des drones en direction des localités de la frontière nord. Et l'on peut même dire que les terroristes ont élargi leurs tirs puisque pour la première fois depuis l'instauration du cessez-le-feu, le Hezbollah a tiré des roquettes en direction de la ville de Tibériade et de sa région. Les roquettes ont été interceptées ou sont tombées sur des terrains vagues. Ces derniers jours, le Hezbollah avait même tiré en direction de Safed. Face à ces tirs, Tsahal poursuit son opération terrestre en profondeur au sud Liban. Et on vient d'apprendre justement que l'armée israélienne, l'armée de l'air, a détruit il y a une heure à peine le site de lancement des roquettes qui était dirigé vers Tibériade. Et puis pour la deuxième fois en 24 heures, Benyamin Netanyahou a réuni hier soir des consultations sécuritaires pour débattre de la situation au Liban. Oui, ces consultations interviennent après une discussion que le Premier ministre a eue avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Monsieur Netanyahou a demandé à Rubio d'alléger le veto qui interdit à Tsahal de frapper des cibles majeures du Hezbollah dans Beyrouth, en particulier dans la Daria. Pour l'instant, les Américains n'ont pas encore donné leur feu vert, mais ils auraient assoupli leur position après que Netanyahou leur ait expliqué que Tsahal ne pouvait continuer à essuyer les tirs de roquettes et les lancers de drones explosifs du mouvement chiite sans réagir massivement. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, et le ministre de la Défense Israël Katz ont fait pression sur Benyamin Netanyahou afin que l'armée de l'air puisse reprendre son activité dans la capitale libanaise. Quant à la France, vous le savez probablement, elle a condamné l'activité militaire d'Israël au Liban. Le chef de la diplomatie française l'a jugé inacceptable. Jean-Noël Barrot a demandé à ce propos une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Un attentat à la voiture bélier hier soir au carrefour du Gush Etzion. 2 Israéliennes grièvement blessées. Oui, le terroriste âgé d'une trentaine d'années est originaire de Hebron. Il a été éliminé par un soldat combattant de la brigade Kfir qui se trouvait sur place. Le terroriste a foncé sur des civils israéliens qui se tenaient au carrefour du Gush Etzion. Les forces de sécurité sont arrivées très vite sur place. Les sauveteurs du Magen David Adom ont apporté les premiers soins aux 2 Israéliennes grièvement blessées avant de les évacuer vers l'hôpital Shaare Tzedek. Des forces de la police israélienne se sont déployées massivement dans la région. Et puis, la Cour internationale de justice a repoussé jusqu'en 2029 la procédure sur les accusations de génocide faites contre Israël. Oui, ce sont les Sud-Africains, vous le savez, qui sont à l'origine de cette démarche, qui ont demandé à la Cour internationale un report pour présenter leur dossier, et ce, en raison, je cite, de la complexité de l'affaire. La Cour a donc accordé à l'Afrique du Sud une prolongation jusqu'en novembre 2027. Israël avait exigé auparavant d'avoir lui aussi droit à une prolongation pour étudier le dossier. Donc, au bout du compte, Israël aura jusqu'en mai 2029 pour réagir, ce qui remet d'une certaine manière au calendrier grec toute décision de la Cour internationale de justice à ce sujet. Le président Donald Trump pourrait effectuer une visite officielle en Israël en septembre prochain. Oui, effectivement, la visite du président américain dépendra de la fin des combats avec l'Iran. La venue du président américain pourrait avoir un impact sur les élections puisqu'il ne fera aucun doute que Trump apportera son soutien à Benyamin Netanyahou. C'est d'ailleurs justement la raison pour laquelle certains responsables israéliens au sein de l'opposition tentent d'empêcher une telle visite. Si la visite est confirmée, le président en profitera pour recevoir le prix d'Israël dont il est le lauréat cette année et qu'il n'a pas pu recevoir lors des festivités du Yom Ha'atzmaut. Et puis, une nomination importante, le Premier ministre a décidé de nommer Shmuel Ben Ezra au poste de nouveau conseiller à la sécurité nationale. Oui, Shmuel Ben Ezra est d'origine marocaine et francophone. Il est le fils du Rav David Ben Ezra de Katamon, qui est très connu dans la communauté francophone en Israël. Il a effectué une brillante carrière dans Tsahal et a été le chef du projet Flèche 3 et à ce titre a reçu le prix pour la défense nationale. Il a également servi comme chef du département de technologie et de cybertechnologie au sein du Shin Bet. Il a suivi un impressionnant cursus universitaire avec des diplômes obtenus avec d'excellentes mentions. Shmuel Ben Ezra a été nommé sur décision du Premier ministre Benyamin Netanyahou quelques mois après le départ précipité du précédent conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi. Il s'agit d'un candidat qui fait l'unanimité pour ses compétences. Dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que Shmuel Ben Ezra est doté d'une capacité de réflexion stratégique qui sort des sentiers battus et que dans sa nouvelle fonction, il aidera le Premier ministre à, je cite, consolider la puissance sécuritaire, politique et économique d'Israël. Enfin, pour terminer, il y a eu des émeutes, Daniel, sérieuses, durant la nuit à Beth Shemesh. Oui, motif de ces émeutes, l'arrestation d'un jeune ultra-orthodoxe qui refusait de s'enrôler dans Tsahal. Peu après son arrestation, ce jeune orthodoxe réfractaire a été conduit au commissariat de Beth Shemesh, mais très rapidement alerté par des appels à manifester, des centaines d'orthodoxes se sont rassemblés devant le commissariat avant même de le prendre d'assaut. La police les a évacués. Ils ont ensuite bloqué la route 38, l'axe routier principal d'accès à Beth Shemesh.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé à couvert avec des températures prévues aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et sur le littoral, 29 à Be'er-Sheva et 37 à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slama. Nissim, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On est très heureux de vous avoir pour essayer de clarifier en fait certains points importants et en particulier sur le plan sécuritaire. Alors, vous êtes également guide et je suppose que le nom du Beaufort, ça doit vous rappeler quelques souvenirs et ça rappelle à beaucoup de souvenirs à beaucoup d'Israéliens qui sont peut-être un petit peu plus âgés que vous. Mais dites-moi, à quoi ça fait appel ce nom de Beaufort? Quel est le symbole du Beaufort? Ok. En gros, le Beaufort, c'est une des principales, un château fort croisé, donc qui date du Moyen Âge. Il y a énormément de symbolique dans le Beaufort. D'abord, de manière générale, pour les Arabes, pour le Liban, ça représente un peu les croisés, c'est les croisades qui arrivent, etc. Et donc, quand Israël récupère le Beaufort et conquiert le Beaufort au début des années 80, il y a exactement 44 ans, jour pour jour aujourd'hui. Et c'était un fort symbole. À l'époque, il y avait eu plusieurs tués sur le Beaufort. Dont d'ailleurs le commandant, il faut souligner le commandant des Sayeret Golani, Goniernik. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du côté du Hezbollah, du côté des Libanais, c'est un fort symbole, surtout que la sortie du Beaufort était un fort symbole. Je rappelle d'abord un livre israélien qui a été écrit et qui était un des plus grands best-sellers d'il y a une dizaine d'années, qui était Imiyesh Gan Eden, s'il y a un paradis, qui a été écrit sur le Beaufort, puis un film qui a été fait qui s'appelait Beaufort, qui se base plus ou moins que plus, c'est juste que c'est le même endroit, de Yosef Sider, qui est un des principaux, on va dire, réalisateurs israéliens. Donc c'est un endroit qui est très très important dans la logique israélienne, dans la psyché israélienne, en sachant que c'était un des endroits, les premiers endroits qu'on a récupérés pendant la guerre du Liban, la première guerre du Liban, et c'était l'endroit d'où on est sorti de manière très très rapide, et avec la sortie du Liban dans les années 2000, quand Barak a décidé de sortir du Liban. Ça c'est au niveau, on va dire, de la psyché. Au niveau stratégique, le Beaufort est exactement sur le Litani quand le Litani va vers le nord. Le Litani est une rivière très très importante. Le Litani est en fait la frontière naturelle d'Israël au nord. La frontière d'Israël naturelle, je ne parle pas de la frontière de la ligne bleue qui a été décidée dans les années 20 entre les Français et les Britanniques qui s'assoient sur une carte et qui font une ligne comme ils ont fait un peu partout dans le monde colonial. Je parle vraiment de la frontière naturelle, de Eretz Israël, de la terre d'Israël. La fin de la Galilée, c'est le fleuve Litani. Le fleuve Litani, donc, qui commence à la Méditerranée, qui va à l'envers, ça commence dans les montagnes, mais je commence depuis la Méditerranée, l'embouchure. Et il faut bien comprendre que depuis l'embouchure de la Méditerranée, il va sur un axe sud, est-ouest, donc une sorte, en fait, un peu il coupe, jusqu'au moment où il arrive dans la grande vallée qui est entre les montagnes du Liban et les montagnes qui sont de l'anti-Liban, donc c'est une grande vallée là-bas, qui d'un coup, il part vers le nord. Donc il y a vraiment un angle de 90 degrés, plus ou moins. À cet angle de 90 degrés, vraiment, il y a une montagne. Et sur cette montagne, il y a le Beaufort qui est là-bas. C'est pas pour rien que les croisés ont mis là-bas un château fort. C'est vraiment, ça contrôle la frontière nord d'Israël. C'est pas pour rien que dans les années 80, on a récupéré cet endroit. C'est pas pour rien que cet endroit est tellement important. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a le drapeau d'Israël, le drapeau de la brigade de Golani qui est là-bas sur place. C'est un endroit vraiment stratégique. Donc, c'est en même temps un très, très grand symbole et en même temps, au niveau stratégique, un endroit très, très important. C'est pas pour rien qu'Israël repart là-bas et c'est pas pour rien qu'on a récupéré le Beaufort. Alors, je vous pose tout de suite la question. C'est peut-être pas pour rien. On comprend l'importance stratégique du Beaufort. Mais alors, pourquoi finalement avoir ce sentiment un peu gênant que, bien, on nous dit d'abord dans un premier temps, on va conquérir la zone de sécurité. Elle va aller jusqu'au fleuve Litani. On ne doit pas aller au-delà. C'est pas au-delà qu'il y a un enjeu. C'est surtout la zone de sécurité. C'est jusqu'au fleuve Litani. Et puis après, finalement, lorsque l'on voit que le Hezbollah continue à menacer, à frapper Israël avec des drones offensifs, eh bien, on choisit une nouvelle cible, une nouvelle définition de la zone de sécurité, on l'élargit et soudain, on voit réapparaître le Beaufort comme étant un élément stratégique de première importance. Il faut bien comprendre. D'abord, au niveau de l'endroit du Beaufort, il est exactement sur la ligne du Litani. Okay, c'est vrai que c'est de l'autre côté, c'est du côté nord du Litani, mais c'est vraiment au coin.
Et on ne peut pas avoir une ligne de sécurité sur le Litani sans avoir le Beaufort. Même si c'est le seul endroit sur le Litani duquel on va traverser la rivière, il faut avoir le Litani parce que sinon, même si je suis sur le Litani et que je suis en bas du Beaufort, ça sert absolument à rien. Donc dans tous les cas, si on prend le Litani non comme une frontière entre deux pays amis qui s'entendent et qui sont en paix, mais comme une zone de sécurité, comme une frontière naturelle qu'on doit défendre, on est obligé de monter sur le Beaufort. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un changement tactique depuis le mois dernier, depuis 2 mois. À partir du moment où on voit que le Hezbollah utilise de plus en plus des drones avec des câbles optiques, on a besoin d'éloigner la menace. Il faut bien comprendre, un drone, il ne vole pas tout droit. Donc disons que s'il a sur son dos, c'est sous ses bras, c'est sous le drone, une sorte de tube comme ça avec 60 km de câble optique, il ne peut voler que 60 km. Comme il ne vole pas tout droit, donc 60 km, c'est beaucoup moins dans la réalité, à vol d'oiseau, beaucoup moins. Donc quand j'éloigne la menace, j'oblige en fait les Hezbollah à avoir des drones avec plus de câbles optiques. Plus de câbles optiques, ça veut dire un drone beaucoup plus lourd et plus facile à intercepter. C'est un truc tout simple. En fait, c'est tout simplement éloigner la menace. Non, oui, à partir du moment, à mon humble opinion, j'ai pas vu les programmes d'état-major sur le nord d'Israël. Moi, ma brigade, elle est basée surtout à Gaza. Donc je peux pas le dire que c'est sûr. Mais a priori, si je comprends bien, dès le départ, c'était le but. C'est juste qu'on a été arrêté par les Américains quand ils ont fait le cessez-le-feu et qu'ils ont arrêté la progression. À partir du moment où le Hezbollah nous attaque à nouveau et que les choses reprennent dans le nord, donc on continue ce qu'on devait faire d'après le programme. Et Tzahal est arrivé bien, à un moment même, le cessez-le-feu, on est arrivé vraiment très, très, très proche du Beaufort, et d'après certaines analyses et d'après les cartes que j'ai vues. Donc, c'est pas quelque chose qui surprend, c'était même dans les plans avant. Ça aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu le cessez-le-feu avec le Liban, ça serait passé il y a plusieurs semaines déjà ou il y a un mois déjà. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Okay. Donc, jusqu'à où il faut s'avancer, c'est une autre question. Est-ce qu'on va rentrer jusqu'au bout? Ça dépend. Ça dépend, c'est quoi le but? Est-ce que le but d'Israël, c'est de complètement détruire le Hezbollah? Donc, dans ce cas-là, faut continuer vers le nord, mais vers en fait le côté est du Liban, c'est-à-dire vers la Bekaa, là où le Hezbollah est vraiment basé, ou au bout d'un moment il faudra s'arrêter et vraiment faire une ligne de défense, mais le Beaufort doit être dans cette ligne. Alors qu'est-ce que vous répondez, Nissim, à ceux qui disent ben oui, mais le Beaufort aussi, on s'en souvient, ça a été aussi le symbole, on va dire, de l'enlisement de Tzahal entre 1982, la prise du Beaufort pendant la première guerre du Liban, et le mai 2000. Eh bien, il y a eu l'armée israélienne s'est enlisée dans cette zone, et finalement, elle a dû avoir affaire à l'époque déjà au Hezbollah, et finalement, au bout du compte, eh bien, Israël a dû se retirer, on va dire, de manière unilatérale et de manière assez on va dire, humiliante presque pour l'armée israélienne. Et il faut bien comprendre, il faut faire la différence entre le narratif en Israël et au Liban, et dans le monde qui est celui que vient de vous raconter, et sur place. Sur place, bon, moi j'étais très jeune, mais déjà j'étais contre le retrait du Liban, et j'ai toujours été contre le retrait du Liban, et je pense que c'était une des plus grosses erreurs qu'a fait Israël. Ce retrait du Liban a entraîné le Hezbollah à se armer, à devenir une vraie petite armée, a entraîné tout de suite après, en Judée-Samarie et à Gaza, la seconde intifada qui a été vraiment, c'est pas entraîné directement, mais ils ont vu que Israël peut se replier et donc peut quitter. Ils nous ont dit, on va faire la même chose. À mon humble opinion, c'était une vraie erreur. Dans l'opinion israélienne, ces papiers ont été écrits sur l'opinion israélienne. L'opinion israélienne, elle n'a pas changé par rapport au Liban, elle n'a pas voulu sortir du Liban à cause d'un enlisement de longues années. Ce qui s'est passé, c'est que vraiment, il y a eu ce qu'on appelle la catastrophe des hélicoptères, où on a à peu près plus de 70 morts dans 2 hélicoptères qui se crachent l'un sur l'autre, dans le nord d'Israël, donc même en deçà de la frontière. C'est ça qui a fait un changement dans l'opinion publique israélienne. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Mais il faut bien comprendre, jusqu'au moment de cette catastrophe des hélicoptères, les Israéliens étaient d'accord de rester au Liban parce qu'ils comprenaient que c'est plus important. Maintenant, Israël a 2 choix devant elle. C'était ce même choix avant les années 2000 et aujourd'hui. On peut ou être sur place, jusqu'au moment où on aura la paix, évidemment, on verra. Mais pour l'instant, tant qu'il y a le Hezbollah, tant qu'il y a ce genre de problème, on est sur place et on a de temps en temps des morts. Chaque mort, c'est très important. Chaque soldat tué, c'est vraiment quelque chose, c'est un monde entier. Et on a un jeune soldat qui a été tué, qui est enterré aujourd'hui à Ashkelon à 5h de l'après-midi, un jeune qui était un enfant unique. C'est un monde entier. Mais où c'est de temps en temps des soldats tués, ou c'est ce qu'on a reçu avec un Hezbollah qui s'organise et on a un 7 octobre dans le nord à moyen terme, à long terme. C'est les 2 choix possibles. Donc c'est ou ce qu'on appelle enlisement, le fait de rester sur un territoire et d'avoir de temps en temps des tués, ou le fait d'attendre, de faire un prêt et de payer ce prêt avec énormément d'intérêt. Oui, donc cette histoire d'enlisement, c'est vraiment, il faut bien comprendre, avant la chute de ces 2 hélicoptères et ces 70 morts, les gens ne parlaient pas d'enlisement, on disait qu'il y avait une guerre longue,
c'est embêtant, et on s'enlise la boue du Liban, etc. Mais l'opinion israélienne était d'accord de rester au Liban parce qu'ils comprenaient que c'est la manière de défendre, et c'est le glacis, si vous voulez, qu'on a avant les villages et les villes israéliennes qui sont à la frontière du nord d'Israël. Donc il y a le narratif de l'enlisement, et il y a la réalité. Je conseille vraiment de lire, pour ça en hébreu, le livre de Chico Tamir, qui était un des commandants sur place, et qui décrit comment, sur le terrain, Israël gagnait cette guerre, et que sur le terrain, le Hezbollah s'affaiblissait autant avec le temps. Ça rappelle un peu la guerre du Vietnam, que sur le plan technique, dans la guerre du Vietnam, avant de quitter le Vietnam, les Américains gagnaient sur le terrain. Mais c'est une histoire entre la politique et ce qui se passe sur le terrain. Et l'opinion publique. Parce que là, vous parlez. Et ce que derrière les politiques font. Oui, c'est surtout l'opinion publique, parce qu'il y a eu à l'époque une campagne qui avait été menée, en particulier par certains médias israéliens, en faveur de ce retrait israélien. Exactement, il y avait la campagne des mamans qui avaient leurs soldats, qui avaient des enfants là-bas. En plus, il faut bien comprendre, les années 90, on est en plein processus de paix, où il y a cette idée en Israël, on va faire la paix, et demain c'est l'utopie, et tout le monde va être d'accord, et le Moyen-Orient, etc., etc., etc. C'est une autre situation. On est aujourd'hui, après le 7 octobre, on est dans une autre situation totale. Alors vous le remarquez. Comment ? Vous le remarquez, Nissim. En fait, on se retrouve, vous parliez tout à l'heure de Gaza, où se trouve votre brigade en général. En fait, on est dans le même modèle entre le Hamas et le Hezbollah, entre la bande de Gaza et le nord d'Israël ou le sud Liban. C'est le même type de modèle. D'ailleurs, même les habitants du nord d'Israël aujourd'hui disent qu'ils se considèrent comme les habitants du pourtour du Liban, quoi. Si on ne prend pas garde de protéger ou de devancer, on va dire, toute forme d'organisation de l'autre côté de la frontière, eh bien, on risque de se relever avec un 7 octobre également donc au sud Liban, en tout cas à la frontière nord. Exactement. En fait, il y a 3 solutions devant Israël. La première solution, c'est de faire ce qu'on a fait avant le 7 octobre, de faire des cessez-le-feu sur le long terme, de dire, OK, de temps en temps, on va attaquer, mais on fait en gros des cessez-le-feu. Israël avait peur de rentrer et au sud Liban, et à Gaza, etc., etc. Et en fait, c'est prendre un prêt sur le long terme, sur le moyen terme, en sachant qu'on aura un 7 octobre. Et c'est ce qui s'est passé à Gaza. Grâce à Dieu, on n'a pas eu ça dans le nord, mais c'est ce qui s'est passé à Gaza. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle en hébreu kiswar desh, c'est le fait de couper le gazon. Donc à chaque fois, on attend la frontière, à chaque fois, on coupe le gazon. À chaque fois qu'il y a un nouveau chef du Hamas, un nouvel chef d'état-major, on envoie une bombe, on l'explose. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Gaza. La troisième solution, c'est de rentrer, de conquérir, d'avoir un gouvernorat militaire et de tout simplement d'éliminer totalement ces organisations, de faire ce que les Alliés ont fait à l'Allemagne nazie dans les années à la Seconde Guerre mondiale. Pour l'instant, Israël ne choisit pas ce choix-là pour plusieurs raisons, par manque d'hommes, et parce que c'est pas obligatoire que la société israélienne est d'accord avec ça, parce qu'on a des énormes pressions internationales contre ça, etc., etc. À mon humble opinion, je pense que c'est la meilleure solution, mais c'est une solution qui est très très difficile sur le court terme, avec beaucoup de soldats qui vont être tués, de mettre un gouvernorat militaire sur une population civile, de s'occuper, tout le monde va dire, même au niveau international, ça veut dire qu'on peut avoir des boycotts sur Israël, etc., etc. Mais sur le long terme, c'est d'éliminer totalement la menace. Alors, donc, en gros, il n'y a rien qui est gratuit, tout coûte quelque chose, ou faire un prêt sur le court terme et qui voudra avec énormément d'intérêt, ou faire cette histoire de raser le gazon à chaque fois, c'est ce qui se passe, mais on n'en finit jamais, ou rentrer, et sur le court terme, c'est très très difficile, mais sur le long terme, peut-être que alors qu'est-ce que vous dites d'une sorte de solution intermédiaire qui serait de dire, pour la première fois, il y a une volonté peut-être du gouvernement libanais d'essayer aussi de neutraliser le Hezbollah. Alors on essaye de conclure un accord, que ce soit un accord de non-belligérance, de cessez-le-feu, ou même un accord de paix, et on essaye de doter l'armée libanaise des moyens pour essayer de désarmer le Hezbollah, en attendant peut-être un prochain round si l'armée libanaise ne donne pas satisfaction. L'armée libanaise ne donnera pas satisfaction. 40% des soldats de l'armée libanaise sont chiites. 40%. Et on a vu des tirs du Hezbollah de l'intérieur de base de l'armée libanaise. De l'intérieur même de la base des tirs. Et, le gouvernement libanais, c'est pas un vrai gouvernement. Pour l'instant, le Liban, on a vu ça quand ils ont voulu virer l'ambassadeur de l'Iran. Et il n'y a pas plus souveraineté que de dire je ne veux pas de cet ambassadeur et je veux qu'il quitte. Et l'ambassadeur du Liban n'a pas quitté, il est toujours là-bas. Donc, on ne peut pas compter. Et ce qu'on a compté, c'est ce qu'on avait fait en 2024. Et ce qu'on avait fait avant, on dit oui, on va compter sur l'UNIFIL, on va compter sur le gouvernement libanais, sur l'armée libanaise. On ne peut pas compter sur personne. C'est quelque chose qu'il faut très bien comprendre. Et c'est dès le début du sionisme, et c'est quelque chose que le mouvement sioniste est basé sur ça.
Israël ne peut compter sur personne à part elle-même. Personne ne fera le boulot à notre place parce que le sang juif ne vaut pas assez pour les autres pour qu'ils fassent quelque chose à notre place. Jamais, jamais, jamais. Le gouvernement libanais ne se battra pas avec le Hezbollah pour protéger Israël. Ils font des accords avec le Hezbollah. Comme ils ont fait des accords, ils n'ont aucune intention de faire. On a vu ça quand ils devaient empêcher, soi-disant, les armes de passer. Donc ils font un peu la comédie. On voit un militant, un terroriste du Liban, de Hezbollah qu'on va arrêter avec une arme. Et juste à côté, il y a des camions entiers qui traversent le Litanie et qui vont vers le sud. C'est quelque chose que je comprends la volonté que quelqu'un d'autre fasse le boulot à notre place. Ça ne marche pas. Le sionisme est basé sur le fait qu'on comprenne que personne ne fera le boulot à notre place. C'était clair. Si Israël ne tue pas le Hezbollah, le gouvernement libanais ne le fera pas. Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement libanais va dire « Ok, il n'y a pas de problème. On va avoir un accord de cessez-le-feu. » Et en attendant, le Hezbollah va se réarmer et engager des gens, et récupérer ses affaires, etc., et juste se renforcer. Donc, si on n'élimine pas la menace, elle reste. On le comprend bien. Nissim Slama, c'était très intéressant de parler avec vous, d'utiliser, on va dire, toutes vos compétences, à la fois de guide, d'officier de l'armée israélienne et d'observateur de la réalité. On n'a même pas besoin de parler de politique aujourd'hui. On aura certainement l'occasion d'en reparler en matière politique à l'approche des élections. Mais en tout cas, c'était passionnant d'écouter à la fois votre explication sur le Beaufort et à la fois votre analyse, on va dire, sécuritaire concernant l'avenir de cette zone de sécurité au sud Liban. Merci beaucoup, Nissim Slama, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci de m'avoir aussi. Une fois de plus, Finkelstein, le docteur en sciences sociales et rapide juif errant, se mettait en marche, reprenait en terre d'exil un de ses inutiles voyages et se dirigeait avec la même hâte vers le buffet, où l'attendait un sandwich consolateur, son seul contact social et son seul droit en ce cocktail. Pourquoi ces infatigables traversées et pourquoi rester si longtemps parmi les méchants ? Parce qu'il tenait à son droit au cocktail annuel, parce qu'il ne voulait pas être vaincu, et aussi parce qu'il attendait un miracle, une conversation avec un frère humain. C'est pour ce genre de passage qu'il nous faut relire Albert Cohen, parce qu'au-delà de ses 1001 qualités d'écriture, l'œuvre d'Albert Cohen est sous-tendue d'une réflexion fascinante autour de l'exil. Le personnage flamboyant de Solal en incarne le déchirement, mais j'ai choisi aujourd'hui de vous parler plutôt de ce tout petit docteur en sciences sociales, Monsieur Finkelstein, qui d'ailleurs n'apparaît qu'à l'occasion de ce paragraphe, avant d'être englouti dans le millier de pages de Belle du Seigneur. Finkelstein, c'est nous. L'exil, l'expérience encore battante de l'exclusion, le souvenir ou l'impression de ne pas être là où on doit être, mais l'envie malgré tout d'entretenir un dialogue avec les nations. Finkelstein, c'est celui qui essaie, désire, lutte contre sa nature d'étranger, une nature qu'on lui rappelle toujours. C'est celui qui revendique des droits, celui d'être présent au cocktail annuel en l'occurrence, qui lui ont été concédés à reculons et qu'il exerce péniblement. C'est l'espoir d'être un frère humain parmi les autres, c'est la croyance en une pensée humaniste, avant tout particularisme. Heureusement, petit sandwich consolateur. Parce que cette année, Finkelstein n'a pas été invité à grand-chose. Je dis Finkelstein et pas Israël parce qu'en définitive, ces boycotts, ces mesures d'exclusion qui sont censées punir je ne sais quelle politique, eh bien, elles touchent avant tout des gens, des artistes, des individus. Pour Finkelstein, donc, cette année, c'était aucun de ses films à Cannes, mais une pétition de 200 artistes pour l'exclure de la Biennale de Venise. C'était aussi plusieurs pays qui quittent l'Eurovision plutôt que de partager la scène avec lui. Le monde culturel, ce grand temple de l'ouverture et du dialogue, met de côté, isole et nous renvoie à une condition qu'on connaît bien, celle du paria. Alors, on pourrait s'en offusquer, s'en attrister, crier à l'injustice que ce ne serait pas exagéré. Mais Cohen, lui, suggérait de le voir tout autrement. Il ne pleurait pas sur Finkelstein, il lui montrait le chemin. Les dernières lignes écrites à son sujet sont d'une modernité saisissante. « Cher Finkelstein, inoffensif et si prêt à aimer, juif de mon cœur, je t'espère en Israël maintenant, parmi les tiens, parmi les nôtres, désirable enfant. » Désirable, enfin. Ce n'est pas une consolation, c'est la promesse qu'une autre voie est possible, les retrouvailles, l'ailleurs comme résolution et comme solution. Et en nous rappelant ce que nous avons de Finkelstein, le monde souligne combien Cohen a raison et combien le pays d'Israël nous est précieux. À Jérusalem, nous
sommes en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer ce matin encore cette revue de la presse israélienne par la situation au sud Liban. Mais oui, effectivement, Ilana, les quotidiens israéliens nous montrent ce matin en première page des photos du château du Beaufort qui a été conquis hier matin, vous le savez, par les unités d'élite des Golani. Le Yediot Aharonot titre en manchette: retour au Beaufort. 26 ans après le retrait israélien unilatéral du Sud-Liban, les commandos Golani ont reconquis le château du Beaufort, ce qui surplombe le nord d'Israël. Le Israël Hayom lui explique en manchette: la conquête du Beaufort empêchera les tirs de missiles anti-tanks et neutralisera toute menace offensive du Hezbollah, mais elle ne va pas résoudre le problème des drones explosifs. Les habitants du nord d'Israël continuent à évoluer dans une situation impossible, alors qu'hier, plusieurs habitants de Beth Hillel dans le nord ont été sérieusement blessés par un drone du Hezbollah. Et puis ce matin, le Israël Hayom donne en pages 2 et 3 la parole aux principales victimes de cette situation sécuritaire, évidemment les habitants du Nord. Oui, Karni Eldad est allé à la rencontre hier des habitants de Naharia qui appellent Tzahal à plus de détermination face au Hezbollah. Pour chaque drone tiré, il faut détruire un immeuble de Beyrouth avec une bombe de 2 tonnes, ont affirmé certains des habitants de Naharia. Elle a pu interroger des lycéens également juste après une alerte alors qu'ils sortaient d'un abri. Un enfant qui sait où il est dangereux de se trouver si un drone apparaît. Elle a réussi à l'interroger et il explique de manière assez intéressante et assez servante comment se protéger justement des drones offensifs lorsque l'on est à Naharia. Les journaux évoquent ce matin, avec photo à l'appui en première page, la mémoire du sergent-chef Michael Tuikin qui a été tué avant-hier par un drone explosif. Oui, tous les journaux soulignent que Michael était fils unique et qu'à ce titre, il n'était pas obligé de s'enrôler dans une unité de combattants comme les commandos Givati. Les obsèques de Michael auront lieu aujourd'hui au cimetière militaire d'Ashkelon. Michael est monté en Israël d'Ukraine en 2020 et en marge sur une demi-page ce matin, le Israël Hayom nous rappelle le souvenir des autres soldats israéliens tombés dans le nord depuis l'instauration de ce faux cessez-le-feu. Et on s'intéresse ce matin à ce qu'écrivent les éditorialistes, en particulier autour de la conquête du Beaufort. Et ils sont nombreux à réagir à ce développement dans le Israël Hayom. Meir Ben Shabbat, ancien conseiller à la sécurité nationale, considère que la conquête du Beaufort est certes un succès pour Tzahal, mais que selon lui, la différence se fera en attaquant en Beyrouth et les biens que possède le Hezbollah dans la capitale libanaise. Meir Ben Shabbat estime également que le lien entre un cessez-le-feu en Iran et la situation au Liban renforce quelque part le Hezbollah. Le général Gershon Cohen parle de la prise du Beaufort comme d'un succès tactique important, mais selon lui, le calme ne reviendra pas tout de suite et il rappelle que Naïm Kassem, le chef du Hezbollah, avait affirmé que même si Tzahal arrivait aux portes de Beyrouth, le Hezbollah aurait alors encore la possibilité de le combattre. Et enfin, le général Tzvika Haïmovitch parle aujourd'hui de la première guerre des drones d'Israël et il nous explique que d'ici peu, un terroriste du Hezbollah pourra se trouver à Beyrouth et utiliser des drones explosifs à distance à l'aide d'un simple téléphone portable. Il faut que la défense nationale soit à la pointe de ces développements sécuritaires. Dans le Maariv, Avi Ashkenazi enfin écrit: nous avons reconquis le Beaufort, mais personne ne sait vraiment vers où nous nous dirigeons actuellement. Et puis on se penche aussi sur ce qu'on peut lire ce matin, Daniel, comme analyse dans le Yediot Aharonot. Nahum Barnea joue la carte nostalgique en titrant son éditorial autour du Beaufort, ce que nous avons fait en 1982. Mais Barnea estime que l'on ne peut pas comparer les deux époques. En 82, le Beaufort avait effectivement une importance stratégique qu'il n'a plus aujourd'hui, puisqu'il suffit de drones explosifs pour frapper des cibles en territoire israélien. Quant au symbole, eh bien cela n'a rien à voir avec la guerre, affirme Nahum Barnea. Navidi Ben Sion lui suggère à Tzahal de s'armer d'une arme cardinale au Liban, la patience. C'est vrai, nous préférons les opérations coup de poing, mais parfois, comme c'est le cas au Liban, il faut comprendre que le vainqueur sera celui qui tiendra le plus longtemps. En parlant de victoire, Yossi Yoshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot, écrit que celle-ci sera déterminée pas à la fin des combats, pas au milieu donc de la confrontation. Quant à Ron Ben Ishai, il nous montre une photo d'époque montrant Menachem Begin et Ariel Sharon en juin 82 sur les hauteurs du Beaufort justement, et il nous parle du dilemme du Beaufort. Si Israël y demeure, eh bien on risque de se retrouver dans la même guerre d'usure qu'entre 1982 et 2000, mais si nous nous retirons, comme nous l'avons fait à maintes occasions, eh bien il est probable alors que le Hezbollah reviendra le long de la frontière internationale. Le
Le site d'information du consortium de radio et de télévision publique Cannes fait ce matin une révélation sur la nature des pourparlers entre Israël et le Liban. Oui, les Libanais réclament d'emblée un retrait des forces israéliennes du sud Liban, mais Israël a répondu lors de la dernière réunion entre officiers libanais et israéliens à Washington par une proposition qui est inédite. Plus l'armée libanaise parviendra à désarmer le Hezbollah, plus Tsahal se repliera vers la frontière internationale. Le site d'information de Cannes révèle que le Hezbollah tente actuellement de torpiller ces pourparlers entre Israël et le Liban, qui doivent d'ailleurs se poursuivre demain, toujours à Washington. Et puis ce matin, les quotidiens, les sites d'infos nous montrent des photos de la grande parade annuelle de soutien à Israël organisée hier à New York. Oui, New York en bleu et blanc, titre le Israëlium qui indique que des dizaines de milliers de supporters d'Israël ont participé à ce grand rassemblement sur la 5e avenue avec un absent de taille, le maire de New York, Zohran Mamdani, qui est considéré, on le sait, comme un anti-israélien, pour ne pas dire un antisémite. Mais pour le consul général d'Israël à New York, Ophir Akonis, cette parade est avant tout une réponse aux antisémites et nous leur disons, nous ne sommes plus des juifs peureux. Et puis rapidement, Daniel, pour terminer, un détour vers le monde de la haute technologie où tout ne va pas si bien que ça. Oui, le site Ynet parle en effet de tsunami de licenciements dans le monde de la haute technologie, d'abord à travers le monde, et d'un impact de ce tsunami également en Israël. C'est ce qu'affirment au site Ynet deux investisseurs israéliens, Oren Zeev et Avi Eyal, et ils expliquent que les licenciements ont débuté au compte-gouttes en Israël dans les représentations des grands consortiums internationaux comme Microsoft, mais que cela devrait aller en s'accentuant au cours des prochains mois. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gérard Vespierre. Gérard, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Avec vous, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre ce qui est en train de se passer sur les deux fronts qui nous préoccupent. On va dire l'Iran, bien entendu, mais aussi ici en Israël, on est très inquiet de la situation au Liban, au sud Liban. L'armée israélienne, vous savez, continue sa progression vers le nord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité aujourd'hui de faire une sorte de panaché entre des négociations qui pourraient aboutir avec avec le Liban, entre l'Israël et le Liban, sur un accord de non-belligérance entre les deux pays, et la poursuite des opérations militaires israéliennes pour essayer d'affaiblir de plus en plus le Hezbollah? Alors la ligne de crête, effectivement, parce que c'en est une, à chaque côté, il y a de grandes pentes difficiles d'avoir une continuation des opérations militaires de Tsahal au niveau auquel ces opérations sont actuellement, et puis des pourparlers de paix à Washington. Prendront aussi un peu de temps, donc le calendrier peut être là favorable pour, disons, les quelques semaines à venir, mais au-delà, il y aura effectivement, s'il y a une signature en vue, une grande difficulté pour l'armée israélienne de poursuivre des opérations militaires. Vous avez le sentiment que l'on peut résoudre le problème sur le plan diplomatique et peut-être, par exemple, dans le cadre d'un accord, confier une forme de responsabilité à l'armée libanaise, y compris en renforçant cette armée, en lui insufflant peut-être plusieurs milliards de dollars pour s'armer, pour payer des salaires de manière plus conséquente à des soldats qui sont souvent des soldats chiites. Est-ce qu'il y a un moyen de faire confiance dans un règlement de ce type à l'armée libanaise, ou c'est peine perdue? C'est une voie, je pense, qui est incontournable parce qu'elle fait partie aussi de la restauration du pouvoir du gouvernement libanais. Donc d'avoir une armée, disons, plus forte ou une armée digne de ce nom, on la qualifie actuellement de gendarmerie plus, donc il faut franchir un cap. Les États-Unis sont dans cette direction également d'un point de vue politique. Ils viennent de sanctionner des citoyens libanais chiites, donc favorables au Hezbollah, présent dans la structure politique, présent à la tête des services de renseignement. Donc, voyez-vous, il y a une volonté aussi politique américaine d'aller dans ce sens. Et on a donc là un chemin qui est absolument nécessaire à mettre en place parce que la présence d'une armée libanaise sur son sol 24 heures sur 24 est absolument irremplaçable par rapport à la présence de l'armée israélienne qui va et qui vient.
Pourquoi on n'entend pas parler de la France dans toutes ces tractations? Pourquoi, par exemple, les négociations entre Israéliens et Libanais se déroulent à Washington et pas à Paris? Parce que je pense que quelque part, le grand coffre-fort, n'est-ce pas, n'est pas à Paris. Le grand coffre-fort est à Washington ou à Fort Knox, si on continue la comparaison. Donc voilà, celui qui a les moyens, celui qui a l'armement également, n'est-ce pas, l'armée israélienne n'est pas équipée, ou alors on remonte à quelques calendes de matériel français, mais de matériel américain à 60, 70, 80%. Donc on a là la réalité. La réalité est un élément incontournable des rapports de force géopolitiques. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant le dossier iranien. Et là aussi, on voit que les choses ne progressent pas. On est dans une attente fébrile, si je puis dire comme ça, d'une réponse soit de Mojtaba Khamenei, soit de Donald Trump qui rectifie, on va dire, les termes de l'accord. Je lisais dans les informations israéliennes, dans les sites d'information, que Mojtaba Khamenei dit si le Trump rectifie, nous aussi, nous allons rectifier. Pas véritablement gêné, pas véritablement embarrassé. Est-ce que vous avez le sentiment vraiment que tout ça, c'est pas une perte de temps, qu'on se dirige véritablement vers un accord Parce que, vous savez, ici en Israël, on dit c'est pas possible. Il y a ceux qui se promènent du côté de l'aéroport Ben Gurion, voient des dizaines d'avions des avions de cargo américains qui se disent mais il y a des milliers de soldats américains dans la région. C'est pas possible que Trump maintienne autant de force s'il n'a pas derrière la tête une idée de reprendre les combats. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dans le domaine diplomatique toujours besoin d'avoir la carotte et le bâton, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas mener des négociations actuellement vis-à-vis de l'Iran en retirant déjà votre capacité de frappe de la région. Justement, les porte-avions, les centaines ou 200 avions F-35 américains répartis sur les bases dans la région et sur les ponts des porte-avions, font partie de la coercition que les États-Unis peuvent exercer vis-à-vis de Téhéran. Donc c'est un élément absolument essentiel. Deuxièmement, il faut quand même se rendre compte de la complexité de la situation, à la fois donc le dossier géographique du détroit d'Ormuz et puis l'ensemble des thématiques nucléaires, missiles, proxy, qui sont aussi sur la table. Donc on ne peut aboutir qu'à un accord, à mon humble avis, cadre, de façon à pouvoir poursuivre ultérieurement des négociations plus techniques. Il a fallu 2 ans de négociations entre le moment où Rouhani a dit en juin 2013 « nous sommes prêts à négocier sur le nucléaire » et la signature de l'accord de Vienne en 14 juillet 2015. Donc voyez-vous, il faut du temps. Il y aura nécessité encore de quelques jours, cela c'est possible. Quelques semaines, cela me semble beaucoup plus difficile. Quelques mois, cela me semble impossible parce que les pressions économiques intérieures en Iran et les pression sur Trump de la région, de ses alliés de la région, du monde entier vis-à-vis de la situation économique et de la situation économique et politique aux États-Unis même, font que nous devons nous diriger vers un accord cadre dans les prochains jours et toutes petites semaines au maximum. Alors justement, vous avez parlé des alliés des États-Unis dans la région. Il y a des informations sur la profonde déception des pays du Golfe face à l'attitude de Donald Trump et la possibilité d'une alliance alternative dans la région. On parle par exemple d'une alliance entre l'Arabie Saoudite, je ne sais pas si vous avez eu ce type d'informations, mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, qui formerait une sorte d'alliance alternative face à cette déception envers les États-Unis. On n'est plus du tout dans une disposition en faveur des accords d'Abraham sur lesquels Donald Trump fait pression. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, il y a vraiment effectivement un axe qui progresse, une thématique qui progresse pour 2 raisons. Premièrement,
les décisions prises à Washington ont mis les alliés du Golfe donc dans une position économique et militaire difficile. C'est une décision américaine qui a été prise apparemment avec des négociations préalables avec justement ces pays, Arabie Saoudite, Koweït et Émirats, entre autres. Et deuxièmement, il y a un coût à cette guerre pour ses alliés. Donc les États-Unis sont dans une position difficile dans les négociations. Donc automatiquement, vous avez ce cumul de paramètres qui font que les États donc voisins s'interrogent pour le moins. Il n'y aura pas de substitution. L'allié américain est incontournable dans sa puissance économique, technologique et militaire actuellement. 80% du matériel militaire saoudien est américain, mais il y aura effectivement des pénétrations. Il y a quelques milliers de soldats pakistanais qui sont maintenant sur le sol saoudien. Donc cela a un sens. Et puis, il faut s'attendre à la montée de la technologie militaire turque qui se développe à excellente allure et avec qualité, donc qui pourrait obtenir quelques marchés dans 5 ans, dans 10 ans dans la région. Il y a effectivement une complémentarité d'alliances qui se joue dans la région des États du Golfe actuellement. C'est quand même assez stupéfiant, Gérard, ce changement de tendance entre, c'était il y a un an à peine, la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite avec à la clé des contrats pour des milliards de dollars. Et là, on voit finalement une sorte de plusieurs pas en arrière de la part de l'Arabie Saoudite par rapport à sa relation avec les États-Unis. Parce que la réalité montre effectivement que les États-Unis n'ont pas pu, et c'était hélas prévisible, venir à bout du régime iranien parce qu'il y a une présence au sol que les États-Unis ne peuvent pas, bien sûr, assumer dans un pays de 90 millions d'habitants et d'1 700 000 km². Des bombardements aériens aussi précis et nombreux qu'ils soient ne peuvent pas mettre à terre un régime dans une situation géographique aussi large. Donc, effectivement, il y a là un temps d'arrêt. Alors, n'insultons pas le temps, voyons aussi, laissons la porte ouverte pour les 5-10 ans à venir et la capacité des États-Unis à rebondir, surtout au moment où, s'il y a une révolte à nouveau, et cette fois-ci victorieuse, à l'intérieur de l'Iran, de la population iranienne même, à ce moment-là, les cartes seront à nouveau rebattues pour toute la région. Ça, vous y croyez ? J'agrandirais même le spectre de New Delhi jusqu'à Paris. Vous y croyez à un réveil de la population de l'opposition iranienne qui interviendrait, pas tout de suite, mais dans plusieurs mois, comme ça a été le cas après les frappes du mois de juin dernier, ça n'est intervenu qu'en janvier dernier. Je pense que si vous regardez la courbe intérieure des événements en Iran depuis 2015, la poursuite des révoltes est absolument, je crois, non seulement possible, mais inéluctable. L'appauvrissement apporté aussi par ces 40 jours de guerre sur l'économie et sur les infrastructures économiques iraniennes dont on ne parle pas ou ne parle pas assez. Et troisième volet, l'existence d'une résistance iranienne qui s'arme depuis le Kurdistan iranien jusqu'au Baloutchistan. Il y aura un jour effectivement des fusils à l'intérieur de l'Iran et qui resteront peut-être pas dans les placards. Donc oui, il y aura, c'est à mon avis dans l'histoire, parce que un régime de ce type-là, qui approche les 50 ans d'existence, eh bien ne pourra pas aller bien au-delà. Eh bien, Gérard Robespierre, merci beaucoup pour toutes ces explications, de nous avoir aidé à mieux comprendre l'imbroglio dans lequel on se trouve à la fois sur le front libanais, aussi dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Gérard.
Donc effectivement, Alors voilà, c'est une première. oui, c'est la première fois qu'on est j'ai l'occasion de parler. Donc tu as le droit d'oublier que je suis CEO d'Icar Innovation. Oui, d'accord. Alors on va parler tout de même, mais quand même, ça nous intéresse beaucoup de savoir parce on a parlé tout à l'heure aussi des drones et de cette guerre des drones entre Israël et le Hezbollah. Et on a vraiment le sentiment qu'Israël a été pris de court. Est-ce que il y a aujourd'hui en Israël, en termes d'innovation, est-ce qu'il y a les moyens, on dispose des moyens de répondre rapidement à cette menace? Malheureusement, je pense, Daniel, que c'est le monde entier qui est pris de court. C'est pas juste Israël. Les premiers drones kamikazes ou explosifs remontent à il y a quelques années déjà, et même en 2023, juste après le 7 octobre, le Hezbollah en avait déjà utilisé certains contre les populations et l'armée israélienne. Donc c'est un phénomène nouveau dans une guerre qui est totalement asymétrique entre des hommes qui sont à 15, 20, 35 km, voire 50 km de distance des troupes israéliennes et qui ont ce moyen pas cher, abordable, pour causer beaucoup de pertes de notre côté. On voit que c'est quotidien et on n'a pas encore la parade. Alors, et ce matin, je lisais dans la presse israélienne qu'on pouvait même envisager aujourd'hui des technologies qui permettent, par exemple, à un terroriste du Hezbollah de se trouver à Beyrouth même, avec un téléphone portable et de télécommander, on va dire, un drone, de faire en sorte qu'il puisse exploser là où il veut, alors qu'il est confortablement assis dans son fauteuil à Beyrouth. C'est le principe même des téléopérations. C'est valable à la fois pour l'armement et pour la guerre et pour le jeu, pour le gaming. C'est valable aussi pour tout ce qui concerne la voiture autonome. Beaucoup de ces technologies ont été développées en Israël d'ailleurs, pour rendre la voiture plus autonome, remplacer à distance un conducteur et téléopérer aussi bien des robots que des engins explosifs ou des véhicules roulants. D'ailleurs, on parle de drones terrestres, de drones sous-marins et pas seulement de drones aériens. Aujourd'hui, celui qui nous préoccupe, c'est le drone kamikaze aérien de basse altitude. Et je dois dire qu'on n'est pas le seul terrain de guerre dans lequel il est utilisé. Il est très observé par le Hezbollah. Il est utilisé entre l'Ukraine et la Russie, où là aussi on a une guerre de nature asymétrique, où il y a David contre Goliath qui doit être ingénieux. Sauf que chez nous, cette fois-ci, nous sommes le Goliath et le David, il est de l'autre côté. Les troupes israéliennes ont avancé profondément quand même dans le territoire libanais. Mais grâce à la distance à laquelle ils peuvent opérer, le Hezbollah arrive non seulement à faire des pertes dans le territoire libanais actuellement occupé par les troupes israéliennes, mais également à l'intérieur du territoire israélien. Alors comment on explique de 50 km. Alors justement, comment on explique que l'État d'Israël, qui est la nation de l'innovation, eh bien, elle se soit retrouvée pris de court et qu'elle soit obligée, par exemple, d'aller commander des filets de pêche aux pêcheurs du lac de Tibériade pour essayer de protéger les soldats israéliens au sud Liban? Eh oui, vous avez vu ça, des filets de pêche. En fait, on peut avoir une approche purement mécanique, c'est-à-dire on va réussir à freiner ces drones avant qu'ils arrivent proches, au plus près de leur cible, par des filets. On peut avoir une approche thermique, de reconnaissance, pour pouvoir distinguer entre un oiseau, parce que ça a la taille d'un oiseau, d'un grand oiseau, d'une assiette. Il faut pour ça avoir l'empreinte thermique, et on n'en est pas encore là. On est en train d'utiliser beaucoup d'intelligence artificielle pour pouvoir justement faire la discrimination entre les objets qui nous intéressent et les objets qui ne nous intéressent pas. Et d'ordinaire, vis-à-vis de ces engins, on utilisait le brouillage, ce qu'on appelle en anglais le jamming. Et là, on ne peut pas, parce qu'ils sont opérés à partir de fibres optiques physiques, un long fil à la patte qui peut mesurer effectivement des dizaines de kilomètres. Et c'est ce fil que les filets de pêche espèrent intercepter. Donc autant les interceptions d'ordinaire sont électroniques, autant là l'électronique n'arrive pas à bout de cette fibre optique. Et ça permet donc aux terroristes, aux combattants de l'autre côté, de communiquer avec son engin, de lui donner des ordres à travers, on veut parler d'un écran de téléphone portable, plus généralement d'un casque, mais un casque qui peut être acheté en ligne, qui est dans le libre commerce.
Oui, alors toujours dans ce même esprit des technologies de guerre les plus modernes, les plus sophistiquées. D'abord, premièrement, Israël pourrait aussi disposer de ce type de drone et frapper le Hezbollah de la même manière, n'est-ce pas? C'est peut-être moins coûteux que de les bombarder avec l'armée de l'air israélienne ou avec l'artillerie, d'une certaine manière, peut-être. Toutes les armées aujourd'hui sont en train de mettre en place des plans drones. C'est le cas en Europe aussi, c'est le cas en France. Les drones se déclinent, je parlais de la taille d'un oiseau, mais les plus gros aujourd'hui, Israël en est producteur aussi, oui. Font jusqu'à 22 mètres d'envergure. Ce sont en fait des avions sans pilote. Et aujourd'hui, toutes les armées se doivent, pour l'attaque, pour la surveillance, et pour la défense aussi, parce qu'elles peuvent être utilisées dans la défense aérienne, ils doivent s'équiper de tous les systèmes de drones possibles. Quand on regarde ce que la France est en train de mettre en place, peut-être avec du retard vis-à-vis d'autres pays, peut-être qu'Israël aussi a pris du retard, mais Israël fait aussi usage de drones et vend par exemple son héron de surveillance sur la Méditerranée depuis des années maintenant à des pays européens. Donc on est sur toute la gamme des drones relativement avancée. Là, il s'agit non pas d'attaquer, mais de se défendre. Alors, je voudrais peut-être que vous nous fassiez peut-être un petit peu rêver aussi sur les nouvelles technologies de guerre, parce qu'on le voit presque de conflit en conflit. On assiste à de nouvelles, on va dire, des nouvelles technologies de guerre. De quoi on parle aujourd'hui, par exemple, dans une confrontation entre Israël et des organisations terroristes, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. On n'est pas dans des confrontations de guerre des étoiles comme à l'époque dans les années 80. On est aujourd'hui dans une confrontation face à une forme de guérilla de la part d'organisations comme le Hamas, comme le Hezbollah. C'est vrai qu'il y a l'Iran. C'est vrai que l'Iran a aussi, c'est-à-dire Israël a frappé massivement. De quoi on peut parler comme technologie de guerre qui peuvent aujourd'hui donner un avantage certain à l'État d'Israël? Je pense que les choses sont connues et l'intelligence artificielle va nous permettre d'accélérer, d'intensifier, de mieux cibler. Et le front avec l'Iran nous l'a montré à 2 reprises, en 2024 et surtout en juin et plus récemment en juin 2025 et plus récemment en 2026, combien l'intelligence artificielle nous permet, face à des ennemis très puissants comme face à des guérillas, d'être plus efficaces. On parle face aux guérillas d'équations souvent insolubles. L'argument financier peut être utilisé. Dans le cas du Hezbollah, il s'agit de neutraliser son patron, de neutraliser celui qui l'alimente depuis maintenant plusieurs décennies, à savoir l'Iran, mais il s'agit aussi d'assécher les comptes et de rallier à la cause un certain nombre de pays qui détiennent les comptes du Hezbollah. Je voudrais juste rappeler, pour revenir au drone, qu'on parle de dépenses minimes, c'est-à-dire qu'un drone va générer une dépense du côté du pays attaqué absolument faramineuse, une note qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars, mais le drone lui-même, une fois assemblé, il vous revient à 300 ou 400 dollars. Donc même en asséchant les comptes du Hezbollah, on reste avec un vrai problème à résoudre. Et vous le savez, ça ne se passe pas dans les 10, 15, 20 kilomètres, ça ne se passe pas dans la ligne du Litani, ni même légèrement au-delà, ça se passe profondément au-delà de Beyrouth et dans la Bekaa. Donc on parle d'un danger qui est disséminé, c'est typique de la guérilla, qui est terré, qui joue sur du low-tech, sur du conflit à basse intensité, une guerre d'attrition. Et on a connu au Liban, malheureusement, beaucoup de guerres d'attrition. Donc les Israéliens, les soldats, les réservistes plus âgés ont ce souvenir de combien il est difficile de se dépêtrer de ce bourbier libanais du Hezbollah. C'est un peu dur à dire, mais est-ce que finalement aujourd'hui les drones explosifs du Hezbollah, c'est pas un peu la réponse du Hezbollah, du mouvement terroriste, aux beepers qui ont forcé l'admiration, on va dire, de toute la communauté internationale? C'est d'une certaine manière, Israël, aussi sophistiquée qu'elle est, eh bien, elle est limitée face à des organisations terroristes. Toute proportion gardée, sachant que
L'opération des Vipères est une opération qui a été menée sur plusieurs années. Bien sûr, et ce oui. dont on parle là maintenant, c'est de copier-coller un modèle qui a été perfectionné par les Ukrainiens dans les dernières années de conflit face à la Russie et implanté, transplanté sur notre terrain moyen-oriental. On ne parle pas d'innovation, au contraire, on est dans du très low-tech. On ne parle pas de créativité, on ne parle pas d'inventivité, on ne parle même pas d'une méga-organisation. Donc ce sont des opérations de nature extrêmement différente. Et on est complètement dans une guerre asymétrique. On a d'un côté un pays dont l'intelligence militaire, l'intelligence civile est reconnue dans le monde entier, qui possède une des 5 armées, on va dire, les plus puissantes au monde. Et de l'autre côté, un mouvement qui a été frappé durement par l'opération des Vipères et qui renaît de ses cendres avec probablement beaucoup de soutien venu de l'extérieur. Oui. On le comprend, on n'est pas encore au bout de nos peines. En tout cas, cela pousse d'une certaine manière des sociétés comme la vôtre, Ikara Innovation, à toujours être plus performante, on va dire. Oui, je pense qu'il faut s'entraider et que si vous vous souvenez de cette question des tunnels qui a préoccupé Israël pendant 15 ans, on savait que le Hamas creusait des tunnels, on ne savait pas les détecter. Ouais. Les résidents du sud d'Israël les entendaient les construire et on ne savait pas les détecter profondément enterrés sous terre. Il y a eu, à cette époque, des appels à des technologies venues de partout, y compris de France, des collaborations qui ont été plus ou moins efficaces. Aujourd'hui, pour résoudre ce problème des drones et rendre le pouvoir aux armées, il va falloir collaborer. On sait qu'Israël y met tous les moyens. On sait que l'armée a complètement retiré toute limite au budget et que le chef d'état-major en a fait sa priorité. C'est un peu tard. Ça aurait déjà dû être le cas il y a beaucoup plus longtemps, mais on va dire qu'on était très occupés avec beaucoup d'autres aspects de ce méga conflit dans lequel nous sommes depuis 2023. Et je pense que, comme on l'a vu dans d'autres types d'armements, si la lumière vient d'ici, ça engendrera également des ventes d'armements. Ici, il s'agit d'armements de défense et pas d'attaque, massifs pour Israël, parce que tout le monde, aujourd'hui, veut se doter d'un antidote contre ces drones kamikazes. On le comprend bien et c'était très passionnant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup Anne Baird d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer donc cette problématique et on va dire les moyens de contrer ces drones explosifs du Hezbollah. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.